Donc, on va s'entretenir sur l'erreur. L'erreur existe-t-elle? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'erreur en psychanalyse? Est-ce qu'on peut parler d'erreur dans les jazz? Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Je veux répondre à la question vraiment de son point de vue les plus simples. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il fait un musicien lorsqu'il se trompe? Lorsqu'il y a une erreur, je ne sais pas, dans la musique classique, on est censé penser qu'on ne peut pas se tromper, ou à la limite cacher l'erreur. Faire comme si l'erreur n'était pas là, ou vraiment n'est pas utilisée. Alors, qu'est-ce qu'il fait un musicien du jazz quand il y a une erreur? Par exemple, en question tout simple. Même chose dans les discours psychanalytiques. Alors, il faut effectivement distinguer déjà les discours des psychanalystes, les discours théoriques du psychanalyste et les discours de l'analyseur. Mais nous pouvons déjà dire qu'il peut y avoir, prenons dans les discours des analyseurs, des erreurs au sens faute de logique, faute de syntaxe, faute, erreur d'essence, contresens, etc. Récemment, il y a eu une journée à espace analytique, notamment sur les langages ordinaires, et Descombes parlait, évidemment, trouver un point de communion était difficile parce qu'il parlait d'hygiène conceptuelle. Est-ce qu'en psychanalyse, on pourra utiliser ce terme? Est-ce que la logique et vraiment l'écartement de l'erreur est central dans notre pratique et aussi, je dirais, dans notre théorie? Donc, à l'ensemble de ces premières questions, je donnerai la parole en premier à Alderman. Bonjour, en tout cas, pour moi, se tromper, ce n'est pas l'erreur. Il y a une différence entre se tromper et faire une erreur. L'erreur fait le style. C'est toujours à partir de l'erreur qu'on construit quelque chose. C'est pas en étant juste qu'on est forcément juste. Moi, je sais que c'est à travers mes erreurs que j'ai construit un style. Comme j'étais incapable d'imiter, finalement, ne pas faire d'erreur, c'est toujours un petit peu imiter ce qu'il y a autour. Ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on essaye d'assimiler. Moi, j'ai construit un style à partir de ce que j'étais incapable de faire. Donc, je n'ai fait que faire des erreurs, finalement. Se tromper, c'est autre chose. C'est se tromper d'erreur, finalement. Enfin, c'est dans mon parcours. Ce n'est pas systématique pour tout le monde. Mais je crois qu'on pourrait en faire un alinéa d'une loi générale, en quelque sorte. J'écoutais tout à l'heure de table ronde sur l'improvisation. L'improvisation, c'est une suite d'erreurs, finalement. Et si même si l'improvisation ne part jamais ça part quand même de code. Donc l'improvisation, en réalité, ça n'existe pas. Parce qu'il y a des lois dans l'improvisation. Qu'on ne sache ou non si ce sont des, comment dire, on n'improvise pas à partir de rien. Improviser, c'est pas, il n'y a qu'un fou, un aliéné qui ne répéterait pas jour après jour quelque chose qu'il n'a fait avant. À partir
partir du moment où on fait quelque chose, ça s'imprime et on a tendance à le reproduire. Donc l'improvisation pour moi n'existe pas. Comme l'erreur n'existe pas. L'erreur, c'est l'autre en nous, l'inconscient en quelque sorte qui cherche à faire autre chose que ce qu'on voudrait faire en réalité. L'erreur, c'est l'inconscient qui s'exprime. Alors, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Oui. La question qui m'intéresse le plus pour nous, c'est quand nous faisons un symptôme, est-ce que nous faisons une erreur? Il y a des symptômes ridicules qui nous font rire. Est-ce que c'est une erreur? J'ai une fois eu l'occasion d'analyser quelqu'un qui était assez génial, qui est arrivé à partir de son symptôme, à trouver une... Ça va pas le micro? Je disais, j'ai eu l'occasion d'entendre une fois un analysant remontant à une scène primordiale qui était le fait qu'il avait dans un bois, il y avait un carrefour et il était bon, il a 5 ans, il se trouve au carrefour en train de voir quelqu'un et dans l'autre allée une autre personne. Et pour une raison X que je ne vais pas m'étendre, il a couru vers un des deux embranchements. Retrouvant cette scène des années plus tard, il découvre que l'instant où l'enfant de 4 ans a choisi cette direction-là, c'est là où son erreur fondamentale s'est produite. Est-ce que nous avons à dire que dans cette erreur de jugement, est-ce que ça correspond au mot d'erreur? Je vais poser d'une autre façon la façon dont erreur veut dire quelque chose, puisque c'est par rapport à improvisation. Pour essayer de comprendre l'improvisation, l'instant de l'improvisation, j'essaie de me placer à une seconde infinitésimale avant que le musicien fasse la note ou le swing avec Aldo qu'il va faire. Parce qu'il y a un avant minuscule, mais il y a un avant. S'il y a un avant, ça veut dire que cette improvisation vers laquelle je vais, c'est qu'elle est destinée à un autre. Et la question se pose, quelle est l'identité de cet autre? Quand c'est une erreur, et qu'est-ce que l'autre, comment définir l'autre quand il entraîne une erreur à l'instant où on le choisit? Je souhaiterais reprendre ça un peu plus tard. Je vais essayer de suivre le tempo qui a été donné. Oui, puisqu'on est là pour improviser. Alors, quand vous avez posé la question
partie là aussi. Ni dans la psychanalyse, ni dans ce qu'on appelle le jazz. D'une certaine façon, voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Bon, je peux continuer un peu. Le mot d'erreur est un mot un peu compliqué parce qu'il voisine avec d'autres mots qui ont été évoqués tout à l'heure, à l'instant. Le mot de faute. En français, on connaît bien ça, puisqu'on parle de tout ce que les Européens appellent des erreurs d'orthographe, nous on appelle ça en fait des fautes d'orthographe, par exemple. Donc il y a la faute, il y a la faille aussi. Et puis il y en a d'autres encore. C'est-à-dire qu'on voisine dans des parages qui sont ceux à la fois de la logique, de la morale, et je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de la poterie, quelque chose comme ça, de la matière. Bon, qu'est-ce qu'on fait des failles? Alors il y a une phrase qui m'est venue tout à l'heure en vous écoutant, c'est la fameuse phrase de Spinoza que je trouve assez extraordinaire parce qu'elle est d'une extrême violence. On trouve dans l'éthique, il écrit toutes les idées, en tant qu'on les rapporte à Dieu, sont vraies. C'est une idée complexe, mais pour l'expliquer de façon simplifiée, ça veut dire, pour dire ça en termes analytiques, toutes les idées sont des symptômes. C'est-à-dire que dans la mesure où elles ont toutes une raison d'être, on peut toutes les rapporter à un lien de causalité, le rang 2 ou 3 ou 4 plus profond de la nature, ce qu'il appelle Dieu ou la nature. Tant qu'on les rapporte à leur causalité, tant qu'on explique pourquoi elles sont là, pourquoi elles nous viennent à l'idée, eh bien, elles sont vraies. Ce ne sont pas des erreurs, puisqu'elles sont là. Et en un sens, ce qu'on dit ce que Spinoza dit ici des idées, hein, elles sont toutes vraies si on les rapporte à leur champ d'origine. Ça peut se dire aussi bien des idées philosophiques que des idées qui viennent à l'esprit du rêveur ou d'analysant, que des gestes du musicien de jazz qui n'accomplit pas par hasard le geste qui va l'amener à produire un son, mais l'amène à faire exister, à donner existence à une occasion de reconfiguration perpétuelle qui ne correspond à aucun plan prévu d'avance. Il n'y a pas de providence, au sens comme ça a été dit ce matin, la population, c'est ça, c'est l'absence de plan. Mais qui au contraire est une occasion de se confronter à l'altérité. C'est un peu ça l'improvisation, c'est se laisser atteindre par une présence autre, que ce soit celle d'un autre musicien qui est là sur le plateau, ou que ce soit de ce qu'on est soi-même comme autre, improviser tout seul, face à ses propres sollicitations. Et en ce sens, tout surgissement n'est et n'est pas une erreur. Le terme d'erreur n'est pas pertinent. Tout surgissement, toute idée ou tout geste est, quel qu'il soit, l'occasion de faire revivre cette causalité permanente et lui inclure, lui donner l'occasion de relancer une configuration nouvelle qui diffère, qui bifurque, qui se désoriente et se réoriente, et ceci sans qu'on décide d'avance vers quoi elle va. Alors, je
elle n'a pas de rapport avec la liberté. Ça a été dit un petit peu tout à l'heure. Il n'est pas question de liberté là-dedans, du tout. C'est pour ça que le terme de free jazz est extrêmement trompeur. Il n'est pas question de liberté, mais il est question par contre de libération, ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est peut-être même le contraire. C'est-à-dire que dans l'improvisation, de même que sur le divan, il y a quelque chose de l'ordre d'une libération qui se produit. Une libération, ça veut dire changer de forme, changer de configuration, bifurquer. Non pas au sens où on se libérait de quelque chose, mais au sens où, au contraire, on s'enfonce dans la nécessité un peu plus. On la ravive, on la fait revivre, on lui donne un sens plus vital. Et là, on touche à quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui me semble absolument impossible de ne pas faire intervenir quand on parle aussi bien de psychanalyse que de black music, que de grande musique noire. C'est la politique, c'est-à-dire la violence. La violence extrême qui vient du fait que des individus sont assignés à une place qui ne leur convient pas, qu'ils trouvent intolérable, et dont ils essaient de sortir par tous les moyens. Je ne crois pas qu'on puisse dissocier l'histoire du jazz de ce geste-là, de ce geste d'un noir, comme le dit Chester Himes, qui vit dans un pays comme une mouche dans un bol de lait. C'est-à-dire qui figure là-dedans comme une erreur, justement. Alors là, il y a une erreur, effectivement, une erreur de nature. Une erreur dans la nature et une erreur de la nature, comme le fou, est aussi une erreur de la nature. Évidemment, on voit bien que le terme d'erreur ici est fondamentalement idéologique. Celui qui dit erreur, c'est celui qui veut exclure, qui veut extraire, qui veut exterminer, ce qui en réalité est profondément nécessaire, est dans la nature, et qui se trouve dans une position telle qu'il est obligé de reconfigurer la place dans laquelle il se trouve en faisant appel à la nécessité de son histoire et de l'histoire de ceux qui le persécutent pour la renverser, pour la contester, pour la briser, et ceci au prix d'une violence inévitable, fondamentale, dont la finalité est complètement imprévisible. Bien, alors je suis très touchée par la phrase que vous avez repris d'Espinoza, et je me demande vraiment à la suite de ce que vous venez de dire, ou j'ai vraiment pas compris, ou alors peut-être je me dis si on pourrait dire toutes les idées, en fonction aussi de ce qu'Allah vient de dire, toutes les idées sont des symptômes, toutes les idées en tant que le rapport à Dieu sont des erreurs. Est-ce qu'on pourrait prendre, au lieu d'avoir toujours comme point de référence les vrais, Spinoza, on lui donne voilà, c'est l'époque, c'est une autre époque, mais aujourd'hui, moi je dirais plutôt que de s'interroger sur la pertinence du terme erreur, est-ce qu'aujourd'hui on serait vraiment censé s'interroger sur la pertinence du terme vrai ou juste? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire cette interprétation est tombée juste? Alors que quand ton interprétation paradoxalement tombe juste, il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une erreur, d'une faute, d'une faille, d'une béance. Je sais que les termes méritent d'être distingués, mais ce n'est pas du tout un rapport linéaire avec la question du vrai. Après, il y a une autre question. Quand vous dites si on les rapporte à Dieu, parce que vous n'avez pas expliqué cette partie-là qui me paraît quand même la partie plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire pour Spinoza si on les rapporte à Dieu? Sûrement, ce n'est pas les dieux, ce n'est pas les grands taux au sens lacanien. C'est plutôt quelque chose de l'ordre d'élan, du tout, de l'immanent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe là et qui ne pourrait pas être autrement que ce qui se passe, c'est de l'ordre de l'événement, un événement du dire. Alors, ce qui se passe de l'ordre de l'événement dire, du dire par exemple en ce qui concerne l'analyse, et peut-être aussi dans ce qui concerne la note musicale, ou ce qui se passe dans les moments, comme disait Alain, où il y a quelque chose de l'improvisation qui apparaît. À mon avis,
qui a été déjà dit ce matin, il y a quelque chose de l'ordre d'un déraillement. Alors, je suis d'accord, peut-être erreur, ça ne me plaît pas trop comme terme. Erreur, ça veut dire toujours qu'on les rapporte à quelque chose qui ne serait pas une erreur. Et si on oublierait à quoi on les rapporte, on prendrait la chose en elle-même, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, construire un style à partir de l'erreur, comme dit Aldo Romano? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui déraille, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, qui se présente sous une forme qui vient bousculer ce qui était déjà là. Donc, encore une fois, toute la question du contingent. Et la question du contingent, parce que c'est évidemment, ça nous intéresse par rapport à la question aussi du réel chez Lacan. Hein. Et surtout par rapport à l'idée qu'il y aurait quelque chose, un savoir même, qui s'éjoue à partir de quelque chose qui apparaît. D'où la question, est-ce qu'il y a un rapport entre l'erreur, entendons-les en essence large, ce qui déraille, ce qui sort du prévisible, ce qui est de l'ordre du contingent et la jouissance, quelque chose de cet ordre-là. Pour nous, psychanalystes, ça veut dire quelque chose de particulier, mais ma question est aussi, comment dire, adressée à Aldo Romano par rapport à l'idée que dans l'erreur, dans cette improvisation, hein, que comme tu dis très justement, c'est construit à partir d'une suite d'erreurs, on peut parler, ça me plaît beaucoup ta définition, on ne peut parler que d'improvisation que si on parle d'erreur. Hein, que si on considère ces termes-là plutôt que l'idée de liberté spontanée, etc. Donc je voudrais savoir quelle est la position de la jouissance à partir de cette idée des suites, des erreurs d'improvisation, parce que souvent, quand on entend des musiciens de jazz, oui, jouer, on a toujours l'idée de la jouissance. Ce qui construit un discours musical, c'est aussi qu'on est incapable de faire maintenant, la question de la jouissance, c'est autre chose. Il est difficile de jouir de quelque chose qu'on ne peut pas faire, mais il faudrait quand même pouvoir en jouir. C'est pas facile. Je disais tout à l'heure que le style c'est un manque, comme l'art est une soustraction. Finalement, on enlève tout ce qui est superflu pour garder que la quintessence. Et la quintessence peut être une erreur. Les musiciens ont besoin de l'autre pour jouer. On peut jouer tout seul, bien sûr, mais il n'y a pas justement la même jouissance quand on joue tout seul. Et c'est l'erreur de l'autre qui peut vous apporter quelque chose. Cherchez l'erreur et on trouvera la justesse peut-être. Donc il faut être très attentif aussi au manque de son partenaire pour éventuellement corriger ou l'accentuer. J'accentue l'erreur de mon partenaire pour en faire quelque chose qui n'est pas une erreur, mais qui est une création, quelque chose de créatif. Et pour apprécier l'erreur de son partenaire,
il faut être très à l'écoute. Parce que ce qui est évident, ce qui n'est pas une erreur, elle va de soi. Elle s'entend pratiquement pas. Il y a une différence entre la faute et l'erreur. La faute, elle peut être impardonnable. L'erreur est pardonnable. Et chez un partenaire de musique, il faut être capable de pardonner. C'est à partir du... Et pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que je dois faire? Tout ça se fait presque dans l'inconscient. Mais qu'est-ce que je dois faire pour attraper cette erreur? Est-ce qu'il faut que je l'accentue? Est-ce qu'il faut que je la fasse oublier? Est-ce qu'il faut que je la transforme? Est-ce qu'elle devient créative? Donc cette utilisation de l'erreur de l'autre et de l'erreur de soi-même. Comment cela vient réintégrer dans les créations? Généralement, on se rend moins compte de son erreur que de l'erreur de l'autre. Donc c'est l'erreur de l'autre qui doit primer. Parce qu'on peut agir, peut-être qu'on peut agir, alors que sur ses propres erreurs, c'est très difficile d'agir. Le jazz, c'est une musique, et je le répète, très codée, où l'erreur est voulue en quelque sorte. On dérape parce qu'on veut déraper. On veut rater une note parce qu'on veut rater une note. C'est ce qui se fait beaucoup dans le free jazz. Au lieu de faire un son pur, on le déforme. Donc, c'est une erreur, mais c'est une erreur voulue. Alors que le symptôme n'est pas une erreur voulue. Quelle est l'erreur? Ce qui est troublant, c'est que nous arrivons à nous dire qu'il y a une erreur dans la nature, un savoir dans la nature qui déconne. Je trouve très instructif de voir la façon dont un peuple, qui sont les Grecs, au moment où ils ont inventé à peu près la philosophie, ils ont traité comment dans une cité il fallait s'organiser par rapport à des dieux, par rapport aux deux dieux qui incarnaient chacun un type d'erreur totalement radical l'un par rapport à l'autre. C'était Dionysos, Apollon. Et plus encore plus loin, c'était en quoi la harpe d'Apollon introduisait une erreur absolue par rapport à la flûte de Dionysos. Pourquoi? Eh bien, parce que Apollon donne à ses musiciens une harpe. Les sons sont donc définis par la longueur des cordes. Et donc, le son qui viendra d'une note ne dépend pas de la volonté ou de la volonté du musicien, alors que si le musicien a dans les mains une flûte, il se trouve que la flûte est trouée et que obtenir des sons de la flûte implique que le musicien bouche les trous avec les pulpes du bout de ses doigts et qu'il suffit d'1 millimètre, de 2 millimètres, de 3 millimètres à gauche ou à droite pour que le son diffère. Autrement dit, avec Dionysos apparaît l'interprétation. L'interprétation est inacceptable pour les calmes de la cité, c'est la raison
raison pour laquelle le clergé a considéré qu'il fallait chasser de la cité certaines musiques et laisser entrer certaines musiques. Les musiques que nous avons gardées pour Platon, c'est la musique dorienne, c'est-à-dire c'est la musique qui va de Ré à Ré. Enfin, c'est la musique apollinienne, c'est la musique qu'on obtient de la lyre, tandis que cette musique, elle est parfaite, elle est ce qui convient au calme des mœurs, à la sagesse sexuelle, au fait qu'avec cette musique on peut marcher au pas militaire, tandis qu'avec la flûte, c'est la musique de la dissipation, de la danse échevelée, de la folie, de ce qui est absolument inadmissible pour Platon, l'imprévisible. Dionysos est pour Platon et pour la sagesse grecque le dieu de l'imprévisible, de l'imprévu. Que l'imprévu soit possible est quelque chose d'insupportable avec une cité qui a comme principe fondamental la raison, la sagesse, la ligne droite, les angles carrés, la sculpture dorienne. Donc, je pense que nous retrouvons ça, comme par hasard, c'est avec ce type d'erreur, ce conflit entre ces deux musiques, c'est du conflit de ces deux musiques que naît la musique sur le plateau de théâtre, la musique tragique, c'est-à-dire la musique qui fait que la musique dorienne et la musique frisienne, si elles se frottent l'une contre l'autre, ça fait apparaître une musique qui produit des effets, et je conclue là-dessus, qui produit des effets. Je suis arrivé à me demander un jour, par rapport à un enfant autiste, si Vian qui travaille de façon passionnante sur la voix des mères chez les enfants autistes, s'il n'y aurait pas considéré, puisqu'il y a prétention que dans la voix de la mère, il y aurait des mères porteuses de potentiel de transmettre l'autisme, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la voix de la mère un conflit de structure tragique, comme si le traumatisme pour l'enfant, il y avait un traumatisme peut-être beaucoup plus profond que le traumatisme sexuel, qui était le traumatisme lié à la façon dont la voix de la mère transmet son souffrance à elle. La mère souffre, n'est-ce pas la souffrance de la mère qui induit beaucoup plus profondément que sa souffrance sexuelle, qui induit, et je pensais, qui induit, qui transmet de toute façon, qui transmet quelque chose de très violent au nouveau-né. Et cette joie maternelle, elle a ceci de particulier, sur le fait qu'elle ne se conjugue pas avec la voix qui est elle ne se conjugue pas avec la voix que souhaite Platon, c'est-à-dire la voix dorienne, parce que entre le mode dorien et le mode frésien, j'ai un copain musicien qui m'a expliqué ça, j'ai trouvé ça incroyable, il n'y a pas d'affinité au niveau des harmoniques. Donc, comment réagit un tout petit enfant qui est devant un conflit insoluble pour les parents? Si cette hypothèse, qui m'est venue depuis quelque temps, qu'à travers la voix pourrait se transmettre un conflit d'harmonique absolument insoluble pour un enfant, à moins qu'un enfant soit capable, comme Schoenberg un jour il a cru devenir fou, Schoenberg, dans son courrier, il écrit qu'un jour il a fait devenir fou. C'est le jour où il s'est arraché au mode, à la musique tonale, pour s'ouvrir à une musique atonale, c'est-à-dire qu'il laisse tomber toutes les tonalités. Alors, faire ce travail surhumain, il a pu le faire, parce qu'il est Schoenberg, il a pu le faire parce que l'époque musicale, l'époque où il vivait, où était en train de monter
voix du fascisme. Il a découvert un mode de piété, lui. Il ne voulait pas du tout aller chanter à l'église. Il voulait invoquer un Dieu qui lui permette de crier. Et dans Dionysos, il trouvait une musique où l'humain donne la place à un Dieu pour lequel il est possible de crier. Et ce cri est quelque chose qui, dit-il, l'a sorti parce que ce cri l'a inventé. Il a la musique classique, la musique tonale, rien ne permet dans ce qui précède d'inventer des sons qui peuvent sortir de la folie. J'ai pas d'autre solution que d'inventer, il le dit au monde, et il perçoit qu'il va être rejeté encore plus. Je vous dis, mesdames et messieurs, il s'adresse à ses compagnons aussi. Il vous dit, je ne peux pas faire autrement que d'inventer cette musique dont je ne connais pas le destin, mais c'est comme ça qu'elle m'est venue. C'est lié à l'époque où le nazisme gagne et va gagner, selon lui, c'était en 1941, et pas d'issue, dit-il, s'il n'invente pas, donc n'improvise pas à partir de rien, puisque, alors là c'est une autre question, mais j'arrête là, qu'est-ce qui fait que les spectateurs de Dionysos, les femmes beaucoup plus que les hommes, infiniment plus, qu'est-ce qui fait que les femmes, dans cette musique, trouvaient la capacité d'inventer des sons que les hommes n'osaient pas toucher. Ils n'y ont poussé que très longtemps après que les femmes aient osé frayer le chemin sur cette musique où régnaient les accords dissonants, qui étaient cette musique dionysiaque. Voilà, donc là, dans tout ça, je crois qu'il faut faire une place au son musical de la femme pour avancer sur ce terrain. Évidemment, on n'entend pas la même chose dans la voix d'une femme, dans la voix maternelle, et une femme serait capable, à travers ce que j'essaie de vous dire, de trouver ce que Schoenberg a retrouvé à travers un laveur qui a fait dans le fond. Est-ce que vous voyez la possibilité de reprendre l'erreur ou vous pensez toujours Oui, en dehors de la pertinence de la question du jazz et de la science? Oui, je trouve ça de moins en moins pertinent au fur et à mesure que la discussion avance. Pour deux raisons. D'abord, celle que j'ai évoquée pour commencer, à savoir que l'activité, aussi bien finalement mentale que musicale, se déploie dans un espace immanent, dans lequel ce qui est vivant, ce qui est créatif, c'est le fait de réintégrer en permanence dans le processus ce qui s'y produit comme accident, ou comme trébuchement, ou comme buté, ou comme boitement. Et tout ça, ça ne peut pas se dire en termes d'erreur. Je pense à une phrase de Pascal, de Blaise Pascal qui me revient, une phrase assez magnifique, qui est très jazzique, si je puis dire. Il dit penser échapper, je la voulais écrire, j'écris au lieu qu'elle m'ait échappé. C'est-à-dire qu'il a une idée, il veut l'écrire, et elle lui échappe, comme ça arrive malheureusement très souvent, mais au lieu de s'en lamenter, il décide d'écrire qu'une idée vient de lui échapper. C'est une façon extraordinaire de déployer, de relancer son discours dans le sens d'une réflexion sur la finitude, qui est finalement beaucoup plus intéressante, peut-être que l'idée qui lui, en tout cas autant, l'idée qui lui a échappé. Donc le boitement, là, le trébuchement, il est réintégré et il relance quelque chose. C'est dans le même sens que Spinoza dit il faut
idées ne devenaient plus sottes, en apparence, à condition, contexte, condition de possibilité de leur existence, de leur présence. On s'aperçoit qu'elles ne sont pas sottes pour rien, finalement elles ne sont pas sottes du tout, si on les rattache à leur histoire. Bon. Ça c'est le premier niveau. Mais il y en a un deuxième, encore plus grave, si je peux dire, qui est que, au fond, les arts en Occident, depuis les Grecs, ont été dominés par une problématique du savoir, dans laquelle fonctionne effectivement le couple vérité-erreur, qui permet d'édicter des normes. L'art doit faire ceci, il doit faire cela, imiter la nature ou pas, enfin bref, toutes sortes de normes se sont succédées, qui consistent à justement rapporter cette activité assez énigmatique, activité artistique, à des critères qui ne sont pas les siens, des critères de vérité ou d'erreur, des critères de conformité à quelque chose. Ça peut être à la nature, mais ça peut être aussi à des codes internes. À partir du moment où on se met à écrire la musique, par exemple, à faire des partitions, on réintroduit à nouveau, plus d'un certain forçage, la logique de l'erreur et de la vérité, puisqu'il faut se soumettre à une partition, il faut la respecter, il faut l'interpréter. Bon. Alors que la musique n'est pas destinée par nature à être écrite. Et si elle n'est pas écrite, alors elle se déploie sans être conforme à ou pas. Bon. Autrement dit, si on entend bien, et c'est pour ça que le jazz m'a toujours intéressé éminemment, non pas que je l'oppose à d'autres musiques, mais parce que j'y vois au fond le secret des autres, en quelque sorte, le secret, le chiffre des autres. Parce que dans le jazz, en tant qu'il est lié fondamentalement à l'improvisation, même si le jazz n'est pas toujours, même si parfois il est écrit, mais peu importe, l'inspiration de départ, c'est l'improvisation. Dans le jazz apparaît quelque chose qui est présent dans tous les arts, mais qui est baigné, qui est refoulé en permanence, à savoir l'idée que dans cette activité-là, il n'y a rien à savoir. Rien. Il n'y a même, d'une certaine façon, rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à rapporter à des normes ou à des catégories qui ont un quelconque rapport avec un savoir. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui, justement, est un acte. Un acte par lequel on ne rend pas compte de quelque chose, comme on le fait dans le savoir, mais un acte par lequel on fait, en quelque sorte, rien d'autre que de compliquer ce qui est. L'art est une activité qui produit de l'être. Il n'en rend pas compte, il ne sait pas dire ce que c'est. Et à ce moment-là, il y a risque de se tromper et de faire des erreurs. Non, pas du tout, il n'y a pas de risque, parce que l'art ne rend pas compte de ce qu'est l'être, il en produit du nouveau. Et pas en un sens transcendant, mais en un sens maintenant, il en produit du nouveau par plissement. Quand on joue de la musique, c'est comme si on faisait des plis. On plie ce qui existe, on le plie, on le replie. Et on le complexifie. On complexifie ce qui est, on produit de l'être. Et quand on produit de l'être, on ne peut pas se tromper. Oui. Est-ce que le genre, C'est une erreur pour ceux qui ont besoin d'asseoir la liberté de certains sur la servitude des autres. Mais sinon, il n'est pas une erreur. Très bien. La question est donc, si on revient au centre de notre table, l'erreur existe-t-elle? Donc, j'insiste pour moi sur la pertinence de poser cette question pour arriver peut-être à l'idée que l'erreur n'existe pas. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire l'erreur n'existe pas? Ça veut dire, moi je reviens par exemple déjà, il me paraît important de distinguer quand même les champs de l'art, on sait notamment la question esthétique qui est au premier plan, alors que dans les champs de la psychanalyse, c'est plutôt l'éthique. Est-ce que l'erreur, ce n'est pas la même chose? Nous, comme a été dit, je m'attache très bien par rapport à l'art, il y a une production, c'est-à-dire la machine mentale, comme on peut dire, de l'œuvre, la machine mentale ne produit pas un objet artistique. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas peut-être parler d'analyse, au fond d'analyse comme des sublimations, etc. Mais ce sont d'autres questions qui surgissent. Mais disons qu'il y a cette idée que dans l'éthique de la psychanalyse, malheureusement, on ne peut pas ne pas prendre en considération ce terme qui est un terme utilisé de façon très commune par rapport à nos analysants. Je
j'ai de nouveau fait ça. Répétition libre. Vous le prenez sous la forme de tous les trébuchements que vous voulez, de la logique équivoque, au symptôme, à l'acte. Il y a acte. Il y a toujours ces passages